Oui, donc ce sera une présentation à deux voix et qui symbolise les partenariats possibles entre l'AFB et d'autres établissements publics, dont le CEREMA. Je tiens à noter aussi que c'est une étude, l'étude qu'on va vous présenter, elle a été financée par le CGDD, donc c'est un vrai travail d'équipe. Donc il s'agit de vous présenter une méthode, un bilan des méthodes à l'international de dimensionnement de la compensation écologique cours d'eau, avec donc une analyse des différentes méthodes utilisées et une tentative de typologie. Alors pourquoi avons-nous commencé à travailler sur le dimensionnement de la compensation cours d'eau ? Il y avait deux raisons à ça, deux éléments de contexte assez forts. Le premier est qu'on a bien une assise réglementaire précise sur le fait qu'il faut bien compenser les atteintes au cours d'eau. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Contrairement aux atteintes aux espèces protégées, aux zones humides dont on a entendu parler depuis hier, pour ce qui relève des atteintes aux milieux aquatiques cours d'eau, on a encore une méconnaissance de la réglementation. Et pourtant, c'est la même. Ce sont exactement les mêmes articles du Code de l'environnement que je vous ai cités, mais l'opportunité de compenser les atteintes aux cours d'eau est exactement la même que pour les atteintes aux zones humides. Alors c'est valable autant pour les gros dossiers soumis à autorisation et pour les petits dossiers soumis à déclaration. Cette assise réglementaire forte, elle est doublée aussi d'un certain nombre de dispositions issues de documents de planification, notamment les SDAGE, les PGRI ou même certains SAGE, qui font des recommandations ou voire des dispositions assez précises sur les modalités de compensation des atteintes au cours d'eau. Alors c'est pas valable, ce sont des dispositions qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les SDAGE, néanmoins il y en a certains qui sont très précis, que ce soit des atteintes à la capacité d'expansion de crue des cours d'eau ou d'autres types d'atteintes, notamment sur la continuité écologique. Il y a certains SDAGE qui précisent comment il y a lieu de compenser ces atteintes. Et malheureusement, ces dispositions-là sont encore une fois moins bien connues que celles spécifiques aux zones humides, qui a du coup donné lieu à certaines études. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas l'équivalent sur les cours d'eau. Voilà. Donc voilà un petit peu une étude qui a été faite en 2012, mais qui, je pense, donnerait lieu à peu près au même résultat actuellement. C'est qu'on a une très forte disproportion à atteinte équivalente entre la prise en compte des impacts aux zones humides et leur compensation par les maîtres d'ouvrage, et puis la prise en compte de ces impacts au cours d'eau et leur compensation. Donc c'est une comparaison qui a été faite sur des gros projets. Je pense qu'actuellement on retrouverait de près ou de loin à peu près les mêmes chiffres, à savoir à peu près 80% des projets impactant des zones humides qui font l'objet, pour lesquels on retrouve des mesures de compensation, alors que pour des dossiers loi sur l'eau impactant des cours d'eau, on retrouve de la compensation dans le meilleur des cas que sur 35% de ces projets. Donc là, c'est une analyse un petit peu biaisée puisque je n'ai regardé que des gros projets soumis à autorisation. C'est vrai que c'est pire encore pour les petits dossiers où on a très peu de compensation au cours d'eau, mais comme je le disais hier, par contre, il y a plus de recherche de mesures d'évitement et de réduction. Alors, un autre constat aussi, c'est qu'il y a des principes qui régissent la compensation, des principes réglementaires, qui, là aussi, sont assez méconnus. On entend le terme équivalence, un petit peu proportionnalité depuis hier. Il y a d'autres termes, il y a d'autres principes qui régissent la compensation et qui sont très forts et qui font l'objet en phase d'instruction parfois de discussions un petit peu ardues entre services instructeurs, maîtres d'ouvrage et parfois l'ONEMA ou autres qui sont en charge de l'expertise technique de ces dossiers. Donc, outre l'équivalence, alors par équivalence, en plus, nous, on entend d'abord l'équivalence de milieu. Pour certains, c'est une évidence. Sachez qu'à l'instruction, ça ne l'est pas du tout. Et c'est pour ça que souvent, on entend le terme équivalence est associé à équivalence entre perte et gain. Mais avant cette équivalence-là à rechercher et à dimensionner, etc., il y a l'équivalence de milieu à rechercher et à démontrer. Ensuite, il y a l'équivalence quantitative, et puis après vient l'équivalence de gain et de perte.
Le principe de proportionnalité est une très grosse difficulté aussi à l'instruction, et comme je le citais sur les projets éoliens, c'est parfois un des arguments pour dire oui, il y a un impact, on reconnaît, mais ce n'est pas significatif, donc je ne compense pas. Autre principe très fort, la plus-value écologique, ce qu'en d'autres termes on appelle aussi l'additionnalité écologique, les principes de proximité spatiale et temporelle, l'obligation de moyens et de résultats, donc tout ça c'est inscrit dans le Code de l'environnement, faisabilité, efficacité et la pérennité. Donc lorsque l'instruction d'un projet est en cours, nous qui devons veiller à l'éligibilité des mesures proposées, on ne va pas regarder uniquement le respect du principe d'équivalence et de perte et gain, etc. Avant toute chose, on va vérifier la proportionnalité, la plus-value, etc., etc. Et puis un autre principe qui n'est pas cité parce qu'il n'est pas dans le Code de l'environnement mais qui est implicite, c'est le principe d'additionnalité financière, donc au fonds public et privé, ce qui veut dire qu'un maître d'ouvrage privé ne peut pas aller chercher une mesure de compensation ou proposer une mesure de compensation qui fait déjà l'objet d'un financement public ou privé. Ils ne peuvent pas se substituer entre eux, il faut qu'il y ait additionnalité. Alors ces principes-là sont inscrits dans le Code de l'environnement et bien avant la loi Biodive. La loi Biodive les reprend, les dit différemment, mais néanmoins ils existent depuis très longtemps. Autant pour les cours d'eau et les zones humides d'ailleurs. Il y a même des arrêtés ministériels de prescription générale qui reprécisent ça pour les travaux en cours d'eau. Donc vraiment, vous avez un socle réglementaire très fort, et pourtant ça n'est pas connu ni appliqué. Et gros souci, c'est qu'on n'a pour les cours d'eau pas de méthode de dimensionnement, comme ça peut commencer à exister sur les espèces ou les zones humides. Donc on fait face à une très forte hétérogénéité d'instruction des projets. Donc ça ralentit l'instruction, il y a des débats d'experts, etc. On n'est pas toujours d'accord avec les bureaux d'études ou les maîtres d'ouvrage. Et outre ce problème d'hétérogénéité, de manque de méthodes normalisées ou standardisées, ça peut constituer du coup une source de fragilité à la fois économique et juridique pour un projet. Donc c'est une difficulté pour tous et pas uniquement pour les services instructeurs ou les établissements publics. Donc partant de ce constat, il y avait lieu de vraiment, pour les cours d'eau en tout cas, de commencer à faire la recherche de méthodes à l'international qui dimensionnent à la fois le besoin de compensation et la réponse. Et je laisse Séverine continuer. Merci beaucoup Véronique et bonjour à tous. Donc voilà, Véronique nous l'a dit, l'idée initiale de cette étude, c'était de rechercher les méthodes qui existaient à l'international et qui étaient spécifiques aux cours d'eau, avec l'idée derrière de définir une typologie de ces méthodes en fonction de leurs caractéristiques, qu'elles soient scientifiques, réglementaires et opérationnelles. Donc ensuite, la dernière possibilité, c'était de définir les modalités, enfin en tout cas de réfléchir aux modalités de développement d'une méthode similaire en France, avec une première question, déjà, est-ce que ça serait pertinent? Ça serait la première question. La deuxième question, c'est est-ce que ça serait possible? Et enfin, la troisième question, ça serait quels sont les points à revoir, les adaptations que l'on doit prévoir. Donc Véronique l'a dit aussi en introduction, on a une maîtrise d'ouvrage qui est partagée sur ce dossier-là entre le CGDD et Tiffaine Legendre qui pilote l'étude, et puis Véronique Debilly pour l'AFB, sachant qu'on a commencé sur le mode ONEMA. Et puis au CEREMA 113, donc moi j'avais l'année dernière un stagiaire, Raphaël Ribert, qui a commencé le travail là-dessus, et puis je vais terminer toute seule. Voilà. Donc par rapport, bien sûr, au départ, on a commencé une analyse bibliographique et on a cherché un petit peu partout ce qui existait. Et finalement, on a identifié des méthodes spécifiques aux cours d'eau uniquement aux États-Unis. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais ça veut dire tout simplement qu'on ne les a pas trouvées. Donc il y a plein de méthodes spécifiques. On a trouvé plein de... généralistes. On a trouvé aussi plein de méthodes spécifiques zones humides, moins de méthodes spécifiques à d'autres milieux. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéressait, c'est aux États-Unis qu'on les a trouvés. Donc on a compilé 31 documents. Et parmi ces documents, il n'y avait pas que des méthodes.
Il y avait aussi des lignes directrices, il y avait aussi des explications de réglementation, enfin il y avait des choses plus diverses. Et nous, du coup, on a identifié 19 méthodes vraiment que l'on a pu étudier et essayer de voir quelles étaient les similarités des méthodes afin d'en tirer des généralités. Donc sur la carte que vous avez en dessous, les zones assurées, je ne sais pas si ça se voit bien ce qui est assuré, ce sont les territoires qui sont couverts par des méthodes spécifiques cours d'eau. Alors ces territoires, ils peuvent concerner des États ou ils peuvent aussi concerner des districts de l'USAS. Donc l'USAS, c'est un petit peu l'équivalent de nos services instructeurs. Et ils sont divisés, il y a 8 divisions d'USAS et chaque division est séparée elle-même en districts. Oula, je vais accélérer. Oui. Ce que je voulais dire juste en amont, c'est que... aux États-Unis, on a des similarités énormes avec notre contexte réglementaire français et que les méthodes n'interviennent que lorsque les phases d'évitement et de réduction sont respectées et aussi quel que soit le mécanisme de compensation retenu, que ce soit les banques de compensation que l'on a évoquées ce matin ou d'autres modalités, d'autres mécanismes, les programmes INMIEUFI par exemple, et les mises en œuvre directes par le maître d'ouvrage. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces méthodes? Donc, elles évaluent d'un côté des débits et d'un autre côté des crédits. Alors, le débit, chez nous, c'est ce qu'on appellerait le besoin de compensation. Hein, et le crédit, c'est ce qu'on appellerait la réponse de compensation. Alors, grosso modo et de manière globale, comment ça se passe? On part de notre linéaire impacté et on va multiplier par quelque chose qu'on a appelé ici ratio pour caler un petit peu au vocabulaire qu'on utilise. Mais en fait, c'est un coefficient quelque part. Hein. Et la même chose côté crédit, sachant que ce n'est pas tout à fait équivalent à ce qu'on appelle les pertes et les gains. Les pertes, ça serait l'intensité d'un impact sur une durée. Et là, dans ce qu'on appelle débit, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Donc après, troisième étape, c'est une confrontation des débits et des crédits. Et si, in fine, les crédits sont supérieurs ou égaux au débit, le projet de compensation est acceptable et peut être recevable par le service instructeur. Donc si on regarde un petit peu comment ça se passe par rapport à ce que j'ai appelé tout de suite le ratio, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une compilation de critères d'ajustement qui peuvent être additionnés, qui peuvent être multipliés entre eux. Alors ça, c'est vraiment au cas par cas, méthode par méthode. On a exactement la même chose au niveau des crédits. Derrière chaque critère d'ajustement, il y a plusieurs cas possibles et pour chaque cas, on a une valeur. Voilà, alors sur trois types, on vous parlait tout à l'heure de typologie, donc nous on a classé pour l'instant ces méthodes en trois types, des méthodes qualitatives, qui n'ont pas de critères d'ajustement mais qui viennent préciser des choses de la réglementation, parfois sur des points très précis, et on a plus examiné les 16 autres méthodes dans lesquelles on retrouve des méthodes semi-quantitatives qui font appel à peu de critères en moyenne, hein, donc c'est de 1 à 4 critères au maximum. Et il y a une exception. Et puis 10 méthodes quantitatives. Alors pour évaluer les débits, on a au minimum entre 2 et 9 critères d'ajustement. En moyenne, c'est 6 critères. Et sur la partie crédit, on a entre 2 et 9 critères d'ajustement, 8 ou 9 en majorité. Donc ces critères, ils servent à quoi finalement? Ils veillent au respect des principes évoqués tout à l'heure par Véronique, notamment le principe de proportionnalité, d'équivalence écologique et quantitative, puisque c'est bien l'équivalence quantitative qui nous intéresse ici via les méthodes, et d'additionnalité, donc on parle ici d'additionnalité écologique. Nature, valeur associée et mode de combinaison variable entre méthodes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est au niveau des débits, les critères qui sont fréquemment utilisés, donc notamment la nature de l'impact. Donc en général, il y a 9 classes d'activités derrière. L'état initial du cours d'eau avant impact, les enjeux qui sont associés au cours d'eau, le type de cours d'eau impacté, donc j'aurais aimé détailler par critère, mais ça ne va pas être possible. Le cumul de l'impact, donc on parle bien d'effet cumulé et non d'impact cumulé ici. Hein, il y a eu pas mal, hier on a un petit peu mélangé les deux termes. Et la durée de l'impact, selon qu'il est temporaire, permanent ou semi-permanent.
Ensuite, il y a 4 autres critères que je vais aborder. Il y a une seule méthode qui aborde ces critères au niveau des débits, mais normalement, ils sont abordés au niveau des crédits. Donc là, ça fonctionne un petit peu pareil. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, toutes les méthodes utilisent le critère de plus-value écologique globale en fonction du mode de compensation qui est retenu. Est-ce qu'on est sur de la restauration, de la réhabilitation, de l'amélioration, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque part le critère le plus important. On retrouve l'enjeu associé au cours d'eau. Il y a des bonus aussi, bonus d'échéancier de réalisation des actions écologiques en fonction du moment où c'est mis en œuvre et où c'est réalisé, les modalités de protection du site, le type de cours d'eau, l'équivalence, l'état initial et d'autres facteurs correctifs. Donc ça, ce sont des critères qui portent sur le lit mineur ou sur l'écosystème rivulaire. Et en bas de la diapo, ici, vous avez des critères qui sont spécifiques aux écosystèmes rivulaires, parce qu'aux États-Unis, on ne raisonne pas que lit mineur, mais lit mineur plus écosystème rivulaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou pas bien chez nous et dont on pourrait s'inspirer. Et pareil, on reprend là la plus-value écologique, des bonus s'il y a une intervention des deux côtés, décalage temporel aussi, là les pertes intermédiaires sont prises en compte à ce niveau-là. Certaines méthodes disent qu'il faut absolument qu'il y ait une intervention sur le lit mineur et sur les rives pour que ce soit acceptable, et certaines fixent aussi un pourcentage entre les deux. J'essaye de faire très vite. Ouais. Voilà, donc on a regardé par rapport aux principes réglementaires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça serait pertinent ou pas? Donc on voit sur la colonne de gauche qu'il y a beaucoup de critères qui sont remplis via l'utilisation de la méthode. Il y a un critère qu'on a mis entre les deux parce que parfois il est bien intégré, d'autres fois il est moins bien. Et puis il y a des critères qui ne sont pas du tout pris en compte par la méthode, mais qui peuvent être pris en compte par d'autres chose à côté, c'est l'additionnalité aux engagements publics et privés et la partie gain net de biodiversité. Le caractère opérationnel, ça nous semble plutôt opérationnel si on a les données nécessaires. Donc on a listé à gauche ce qu'il fallait, donc on arriverait, je pense, à avoir ces données assez facilement dans les dossiers. Sur la partie droite, c'est peut-être un petit peu plus délicat, sachant que parfois à l'instruction, on a des dossiers qui ne sont pas forcément bien finalisés et que pour appliquer ces méthodes, on a besoin de dossiers bien finalisés. Donc ensuite, les calculs sont très simples, l'utilisation est homogène car les méthodes laissent peu de place à l'interprétation. Dernière diapo. Avantages, inconvénients. Donc ce qu'on peut retenir, c'est une approche écosystémique qui intègre le lit mineur et les rives sur une largeur importante, hein, donc ils vont jusqu'à 300 pieds, donc c'est quasiment 100 mètres chez nous. Une approche globale, tronçon impacté par tronçon impacté. Des critères d'ajustement qui semblent pertinents et pas redondants. Donc ça paraît aussi très important. Et puis la prise en compte, un essai de prise en compte en tout cas de cette question des effets cumulés et une approche que l'on trouve plutôt pragmatique. Le positionnement de chacune des méthodes, c'est de dire on a une méthode évolutive qui s'adaptera au cas par cas et qui s'adaptera aussi dans l'avenir. Qui resterait à creuser, peu de préconisations sur les modalités d'estimation des linéaires impactés et compensés, des seuils d'application des critères qui seraient à réadapter à notre contexte français, et puis beaucoup d'interactions aux États-Unis entre le service instructeur et le maître d'ouvrage, qui paraît pas tellement possible d'aller jusqu'à ce point-là en France, compte tenu des difficultés financières qu'on a évoquées dans la matinée. Voilà, donc j'en ai terminé. Enfin, moi, je voulais dire que j'ai été assez intéressée, assez bluffée par ces méthodes. Je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et je pense que Véronique et moi, on est assez preneuses de vos réactions à vous, de savoir si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé chez nous et s'il y aurait des choses particulières à creuser ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention.